Bienvenue à dans cette exposition, qui a un titre. Alors le titre est très important, mais quand même il faut que je reprenne mes notes. Elizabeth Taylor in a landscape, painting nature's beauty and the caress of the smirking sweet over the mountains. Et donc c'est effectivement le titre de l'exposition, c'est le titre d'un détail où on voit effectivement Elizabeth Taylor en train de peindre. Ce motif, on pourrait dire, ce motif, c'est ce qui donne le nom de l'exposition. C'est ça. Parce que c'est l'idée qu'une grande actrice, une star du cinéma mondial, soit aussi une activité de peintre, même si c'est de peintre du dimanche, manifestement, c'est quelque chose qui vous ravissait. C'était aussi l'idée qu'on fasse donc un portrait, à la fois un paysage et de la peinture. Merci, mais merci d'avoir fait cette exposition. Alors c'est un peu convenu de dire ça, mais moi je vous connais depuis pas mal de temps, pas assez d'ailleurs, un peu au début de votre sortie de l'école des Beaux-Arts de Dijon. Donc vous êtes très très liés à ce contexte de la Bourgogne, de Dijon. Vous avez fait tous les deux vos études, où vous vous êtes rencontrés, une venant de la lointaine ex-Yougoslavie, l'autre venant du Nord-Pas-de-Calais. J'ai l'impression que la question de la division du travail n'est pas ce qui vous occupe particulièrement, c'est-à-dire il n'y en a pas un qui serait... Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, dans votre collaboration. Vous faites une chose à quatre mains. Comment c'est arrivé dans votre histoire personnelle, finalement? Alors moi, je peins et Ida parle. En fait, ça se fait assez naturellement. On décide les choses ensemble. Et après, il n'y a pas vraiment de hiérarchie ni de rôle attribué. Chacun essaie de faire ce qu'il a envie de faire. Il y a une négociation à un moment donné. Oh, il y a des engueulades, oui. Tout au long, oui. C'est vivant. Pour revenir à cette exposition qui est quand même très complète et très forte, parce que, bon, nous sommes sous la... Et là, on peut parler de ça, puisque nous sommes dans la salle qu'on pourrait qualifier de la salle de Walter Benjamin, donc qui est quand même ce philosophe, ce penseur, cet essayiste, cet écrivain, qui d'origine allemande, juif, et qui a terminé sa vie de manière horrible, pas loin de la frontière française, en Espagne, à Portbou. Et pourquoi vous lui donnez une si grande importance? Je pense que ça doit avoir un sens. Je crois qu'il était vraiment le témoin d'un moment, d'un changement d'époque, donc même de manière de penser l'œuvre, le changement politique. Et je crois qu'il y a vraiment un rapport évident entre peindre aujourd'hui et peut-être aussi ce changement qui est peut-être en train d'arriver encore. J'ai l'impression que les choses bougent. Ouais. Qui serait l'homme qui aurait pensé la difficulté d'être finalement de son temps aussi, peut-être, parce que c'est un petit peu ça comment faire de la peinture aujourd'hui, comment pour lui, c'est à la fois comment penser aujourd'hui, dans les temps qui étaient des temps extrêmement troublés, au fond, les années 30. Oui, puis pour nous, ça résonne beaucoup avec Baudelaire, qui a aussi été le témoin justement de ce changement, la fugacité, la vulgarité, justement, qui devient une sorte de beauté à elle-même. Et je crois qu'aujourd'hui, peindre avec Google, ça change un peu la donne. Question de la vulgarité, c'est important. On pourrait dire de la trivialité aussi, du fait qu'effectivement votre univers navigue entre effectivement des références nobles et des références, enfin réputées nobles, et des références réputées basses. Alors évidemment, Betty Page est l'exemple même d'une figure emblématique de la pin-up. La pin-up, on pourrait dire que c'était même la photographie de charme. À l'époque, on parlait de photographie de charme, une figure culte
qui est mis en triptyque, avec effectivement des petits clins d'œil assez forts quand même à l'histoire de la peinture. Il y a un tableau, si je me souviens bien, où il y a un Malevich avec un Christopher Wool. Il y a un autre tableau où il y a Gerhard Richter, le nu descendant l'escalier de Gerhard Richter, avec un Richard Prince, une nurse. Et puis le troisième tableau où il y a là la bataille entre Mondrian et Mies van der Rohe, si je me souviens bien. Donc voilà, une sorte d'histoire de la peinture qui est derrière Betty Page. Alors la question que je voulais vous poser sur cette triptyque, c'est que, et ça c'est Éric Troncy qui dans son texte parle de ça, Betty Page elle-même, la position de Betty Page ressemble très étrangement à celle de Manet, du fifre de Manet. Est-ce que c'est dans la photographie même ou est-ce que c'est vous qui lui avez donné cette inflexion? Non, c'est dans la photographie, ouais, ça. Ouais. Ça tombait bien donc. On l'a choisi, pour ça, je pense, oui. inconsciemment, je pense pour ça. C'est un archétype, oui. Mais ce qui nous plaisait, c'était de faire trois grâces, tout simplement. Avec ça. Et donc il y en a une où il y a une feuille de myrte, l'autre qui porte un dé et l'autre qui porte une rose. C'est ça, donc dans la mythologie. Et les trois grâces, c'était toujours un prétexte pour les peintres, pour représenter la femme de trois côtés. Donc là, c'est toujours la même Betty Page, mais sur la cheminée, il y a un petit bibelot qui tourne dans les trois angles. Et Betty Page, c'est une figure, hein, c'est le cas de le dire, hein, une figure que vous avez déjà travaillé depuis longtemps, finalement. Oui, c'est une figure qui revient souvent. C'est une poseuse professionnelle. Ouais. Ensuite, il y a ce tableau assez extraordinaire qui est donc cette scène de nu dans un paysage, dans lequel évidemment un peu on perçoit qu'il s'agit bien vaguement de la position du nu des temps donnés de Marcel Duchamp, la dernière œuvre qu'il ait faite entre 1946 et 1966. Passé 20 ans de sa vie à bricoler ce pipe show finalement. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas exactement la position. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas un peu comme Betty Page qui ressemble finalement au fifre de Manet. Mais ça, c'était déjà dans l'image. Vous avez opéré une torsion. Vous avez opéré une torsion dans la représentation de ce nu, puisqu'il reprend aussi donc une figure très célèbre du Tintoret, donc Suzanne et les Vieillards, un grand sujet iconographique. Donc c'est la mise en relation de deux standards, on pourrait dire, de l'art, finalement. Un au XVIe siècle, l'autre au XXe siècle. On aime beaucoup le fait d'utiliser des images aujourd'hui qui ont ça en elles. C'est comme une quelque résonance, oui, avec l'histoire. C'est une sorte d'archaïsme, en fait, qui est déjà dans les images, qui se perpétue. Et évidemment, Duchamp, on aime beaucoup cette pièce, étant donné que... Mais c'est le fait, en fait, de lui effacer le visage qui fait que ça devient étant donné de Duchamp. Oui, c'est simplement l'évacuation du visage, bien sûr. Ouais. C'est ça. C'est pas le cadrage sur le corps, effectivement. C'est que ça. Parce que le reste fait plus penser, en fait, en Suzanne au bas. Oui, il y a les deux chiens qui regardent derrière, comme les vieillards. C'est les deux chiens qui ont remplacé les deux vieillards, ouais. Et j'aime beaucoup le fait que même les vieillards, je pense qu'ils ne voient rien. Le spectateur non plus, parce que c'est un petit peu caché, on ne voit rien. Là, c'est pas peint, on ne voit pas ce qu'il y a. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on ne voit pas, peut-être parce qu'on ne regarde pas ce qu'il faut. On ne sait pas quoi regarder. D'ailleurs, c'est le problème quand on rentre dans cette salle, qui est quand même la première salle un peu de l'exposition, ce qu'on voit effectivement, c'est cette histoire de peinture qui vient sur le devant de l'image. Donc, comme si, en gros, pour essayer de voir un peu ce qui se passe dans le temps, il y a un temps de regard qui s'opère là. C'est-à-dire qu'il y a une image d'origine qu'on reconnaît comme étant d'origine photographique, surtout sur les Betty Page. Et puis, il y a sur le devant de l'image, sur la toile, quoi. Là, c'est intéressant. Il y a effectivement de la peinture. Enfin, de la peinture. Une action peinte qui est très, 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 très importante. Alors, évidemment, dans le paysage, en face, là, c'est carrément emblématique. Il y a évidemment,
on pourrait dire quelque chose qui est de l'ordre d'un paysage, et sur le devant, effectivement, on a... Voilà. C'est quoi cette histoire de devant et de derrière? Parce que c'est assez passionnant, ça. Ça, c'est vraiment, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière la palissade? Non, mais allez-y, développez, parce que c'est un... C'est le fait d'utiliser une image comme un support vierge. Pas tout à fait, mais quand même le prendre comme un tableau à peindre par-dessus. C'est le fait de redonner de l'autonomie à la peinture. C'est le fait de se dégager de l'image. Donc de travailler avec, mais de lutter contre. Et parce qu'on voit, il y a une occultation, que la peinture occulte, bouche des endroits, empêche de voir des endroits, et en même temps se montre comme peinture, évidemment. Donc c'est bien ça l'opération, hein. C'est bien de montrer. Et donc ce jeu, évidemment, qui est le jeu ancestral de la peinture, entre la figure et la peinture elle-même, entre ce qu'elle représente et la matérialité même de ce qu'elle donne à voir, c'est ça que je trouve passionnant dans la résolution. C'est cette phrase de Maurice Denis, avant d'être un cheval de guerre ou une femme nue, un tableau est toujours une succession de couches de peinture mises côte à côte dans un certain ordre. Là, on le voit évidemment très fortement, parce que l'image de plus en plus est floue derrière. C'est bien une image d'origine photographique derrière, avec donc toute la trame de la question de la reproduction. Là, on voit très bien vos admirations qui vont, on pourrait dire, de Warhol à Paul Klee, en passant par Monet, par exemple, non? Et puis sur le devant, cette sorte de jaillissement extraordinaire de la peinture. Voilà. Donc là, vraiment, c'est assez... Pour ces pièces, on a utilisé des écrans de sérigraphie qu'on a juste fait insoler. Donc c'est juste le fantôme de l'image c'est ce qui sert à faire les sérigraphies. Et donc au fond, c'est une gravure qu'on a réalisée avec le Papa Dida, qui est graveur, à partir de photos qui sont prises vers Carcassonne. Voilà, ça c'est le fond. Et par-dessus, on l'a retravaillé à l'huile. Et ici? Pareil, oui. Autrefois, vous peigniez beaucoup. Il y a un changement dans votre mode opératoire. Bon, on le voit, hein, entre vos anciennes peintures. Moi, on vous a connu surtout, vous êtes apparu dans le milieu de l'art avec vos fameuses photos érotiques, avec tout ce jeu sur l'imagerie érotique. Et puis, ça, c'était vraiment comment peindre un nu aujourd'hui, comment faire un portrait aujourd'hui. Enfin, c'est une question de peintre. Non, mais surtout la question de la pornographie, elle est assez importante aussi. Oui. Ça, elle n'avait pas été posée véritablement, parce que les scènes de bordel, on sait que toutes les grandes ruptures de l'histoire de la peinture, c'est par le bordel, quoi, que ce soit les Demoiselles que ce soit l'Olympia de Manet ou que ce soit les Demoiselles d'Avignon, c'est des peintures de bordel. C'est clair que le bordel, c'est vraiment une matrice pour la peinture importante. Mais c'est vrai que la question de la pornographie, ça restait un peu... Voilà. Je pense que vous en êtes quand même assez occupé, à ce moment-là en tout cas. Donc c'est au début des années 2000 à peu près. Et en pleine adolescence. La fameuse éjac... À la mouette. À la mouette, oui. Et ça, c'était... Oui, celle-là, elle a fait le tour du Landerneau de l'art. Cette fameuse éjaculation à la mouette, ouais, dont on ne savait pas si c'était une éjaculation faciale ou si c'était simplement une merde d'oiseau, quoi. Non. Alors la question de la peinture, évidemment, elle est liée à ça, hein. De toute façon, c'est quand même entre la merde d'oiseau, ça Lacan, il a beaucoup parlé sur ça, et puis l'éjaculation. Ouais. On ne peut pas s'en sortir, c'est quand même un truc... C'est séminal ou sémantique, je sais pas. Voilà. Et pour revenir à ce paysage, donc cet étang donné qui se mixe avec Tintoret, enfin ce Duchamp qui se mixe avec Tintoret, le paysage donc qui fait apparaître la peinture. Ensuite, il y a effectivement cette femme là, donc cette femme plus mystérieuse pour moi parce que la femme du fond, cette personne, donc, enfin je dis cette personne, c'est quand même une peinture, ceci n'est quand même pas une personne, ceci est une peinture quand même, bon. C'est vrai qu'on a du mal, hein, mais c'est tout le jeu de la peinture, entre guillemets, figurative, qui est de donner en pâture au regard quelque chose qui ressemble à... Alors qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est effectivement des pinceaux avec des traces de pinceaux sur un support. Mais sur celle-ci, on voulait faire vraiment lutter l'image et la peinture, tout simplement.
Donc on a reproduit sur l'image qu'on a peint des traces de peinture essuyées sur un chiffon, tout simplement. Et on aimait beaucoup le fait qu'on est obligé de regarder à travers ça pour voir ce qu'il y a derrière. Ben, ça marche très bien, parce qu'on a du mal. Ouais. Là, on prend la question de l'ajustement, mais ça, c'est intéressant. Souvent, l'ajustement, on le jouait, je ne sais pas, chez Velázquez, par exemple, qui est le peintre des peintres, comme on dit, l'ajustement, il se fait visuel. Enfin, il est visuel toujours, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre la vision de loin et la vision de près, quand on est de près, on voit que de la peinture, quand on est de loin, on voit une image. Alors ça, c'est le grand truc de Velázquez, et je dirais de tous les peintres. Et vous le réglez, cette histoire d'ajustement, finalement, vous le réglez d'une manière qui est effectivement plus... assez singulière et personnelle, finalement. Ouais. Mais c'est bien ça, la question, non? L'ajustement. C'est toujours une question, oui, par rapport au spectateur qui donne... On avait fait toute une série de tableaux en 3D, donc c'était chaque couleur en fait, qui était séparée. Et on pouvait mettre des lunettes, et si on retrouvait la place du photographe, on voyait l'image à peu près telle qu'elle... Ouais. Oui, non, ça, c'est ce moi, je trouve qu'on ressent très, très, très fort. Et ensuite, il y a cette salle, alors évidemment, la salle qui est derrière cette porte-là, dans laquelle, évidemment, là, il y a du monde. Hein. Là, on pourrait dire que c'est votre... moi, je dis votre cartographie personnelle. Hein. Je le lis comme une carte, moi, comme une sorte de... dans lequel, évidemment... on retrouve des gens enfin, assez impressionnants, qui ne sont pas tous des peintres, hein, parce que bon, il y a donc... Je vois ça comme des fantômes, mais ça, la peinture a toujours un rapport avec le fantôme, hein, aussi. C'est toujours quelque chose qui est... c'est un spectre par définition. Mortuaire, ouais. Ouais. Je pense que c'est une des définitions de la peinture. Alors les fantômes de Ingres... de Mondrian, de Duchamp, de Courbet, non, il y a du... Je parle des peintres, hein, simplement, de Cézanne, et puis de l'anglais, quand même. Hein. Il y a Asger Jorn. Asger Jorn, voilà, et puis l'anglais. David Hockney. David Hockney, voilà. Hein, c'est un peu ça votre cartographie des peintres. Après, il y a des philosophes. Hein. Alors, il y a Schopenhauer, Nietzsche, dans un état assez particulier, accompagné de Paul Rée et de Louis-Andréas Salomé. Photo que je ne connaissais pas, mais grâce à vous, je suis allé évidemment sur Google. Hein, et effectivement, aïe, hein, cette photo existait bien. On a oublié Matisse quand même dans la cartographie, oui, pour la couleur. Hein. Et Picasso. Les Picasso. Bien sûr. Et donc il y a donc Nietzsche, Schopenhauer, Baudelaire, Houellebecq, accompagné d'Iggy Pop, Kurt Cobain, les Sex Pistols. Des choses qui font partie de vos amours personnels. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment des choses qui nous... Que vous regardez, que vous écoutez, que vous lisez. Qui nous font, oui, un petit peu. Qui vous font exister. Mais il en manque beaucoup, encore. Oui, non, mais ça, on voit bien que c'est un prélèvement, c'est un carottage. Il y a quelques amis, il y a des chiens d'amis, enfin, il y a des... Et cette fois-ci, ce sont des peintures sur bois. Vous pouvez expliquer pourquoi, alors? C'est du bois là, pourquoi c'est de la toile ici hein. Parce que le bois, c'était des petits formats, ça permettait une sorte d'intimité. C'était plus intime et c'était juste la peinture à l'huile sur bois ne donne pas la même matière que sur toile. C'est tout à fait différent, une sorte de brillance ou de préciosité. Est-ce que ça renvoie à la tradition orthodoxe? C'est possible, c'est possible. Je n'ai pas trop analysé, mais... Chaque touche ressort en avant, plus que sur la toile. C'est un rapport évident, la peinture sur bois, un rapport évident aux icônes. Oui, mais... Icônes, stars. Oui, c'est possible. Et puis avec le bois, on peut les faire brûler aussi. Alors, les toiles, pas trop. Quelques bois, on a fait brûler, en fait, effectivement. Et pour moi, ceux qui sont brûlés, en fait, relèvent le plus de l'icône. Quand même. Hein. Donc la question de l'icône, qui est à la fois une image
À la fois en grec, bon, c'est une image, mais c'est aussi un objet sacré. Je ne sais pas. Un objet religieux, en tout cas un objet qui va au-delà de la question, qui est un objet de culte, quoi. Mais je crois que la peinture, c'est ça de toute façon. C'est toujours plus qu'un objet. Enfin, c'est un objet qui est Mais chargé. c'est aussi un objet. C'est un objet qui est chargé, ça passe par la tête, ça sort par la main, mais ça traverse. Enfin, il y a des sentiments, c'est chargé. Et c'est cette idée de parce que c'est quand même, on voyage énormément dans cette exposition, au fond. Vous nous faites énormément voyager dans les images, dans la pensée, dans la culture, c'est un peu exactement ce qui se passe quand vous êtes. Alors donc on va parler de la question Google, quoi, parce qu'elle est, je pense, essentielle. On pourrait dire que c'est un matériau pour vous, qui est ni la photographie, parce que c'est bien sûr, ça passe par de la photo, souvent, par un document en tout cas, mais c'est le mode d'organisation de comment les images vont entre elles. Un peu ce qu'il y a sur le mur, c'est un peu comme un mur, votre mur à vous, à un moment donné, hein, comme quand on ouvre une page Google Images, il y a une sorte, il y a des icônes d'ailleurs, enfin il y a des images. Ouais. Alors les mots encore sont bien là où il faut. Hein. Et donc votre méthode, elle est très présente sur ce mur, finalement. Éric Troncine nous disait, quand on lui parlait de l'accrochage, il a dit, alors il y a deux façons d'appeler ça. Il y a l'accrochage en nuage ou l'accrochage en tas. Donc ça serait une sorte d'accrochage en tas. Mais oui, c'est comme ça que nous, on voyage. On est tout le temps à l'atelier. C'est notre manière d'attraper le monde. Ouais. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la peinture après la photographie, qui est un grand classique. Bon, Richter étant peut-être celui qui a mené peut-être le plus loin cette question de qu'est-ce qu'on fait avec la peinture après la photographie. Et puis vous seriez effectivement la peinture après Google. En fait, oui, on croyait que cette question était finie depuis très longtemps, mais en fait, pas du tout. Ouais. C'est toujours la même question. En fait, la peinture a toujours ce rapport à l'image. Mais l'image, peut-être au sens grec, au sens idée, je ne sais pas. Ouais. Peut-être que l'image n'est qu'une idée. Enfin, pour nous, peut-être, c'est la manière de lui donner une forme et une consistance. Ouais. C'est une idée, c'est une matière, c'est un objet, et c'est aussi donc un réseau, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas concevoir la question de l'image en dehors de son inscription dans un réseau d'images. Comme si vous étiez traversé, que le fait de peindre, enfin au fond, ce que vous dites, mais ça, je trouve que c'est bien la moindre des choses, mais enfin tout le monde ne le dit pas comme vous le dites, hein, à savoir qu'on arrive toujours un peu après tout le monde. Et surtout avec la peinture. C'est assez génial d'ailleurs d'arriver après tout le monde. Il y a un peu cette idée quand même. Oui. Mais la chance avec la peinture, c'est d'arriver après tout le monde. Que c'est l'activité au fond artistique la plus vieille, la peinture. Et donc il y a beaucoup de monde. Et les choses ne vieillissent pas. Je trouve toujours aussi pertinent Velázquez. Ouais. Donc on est nourri de tout ça. Vous, c'est difficile de peindre, parce que vous avez parlé que c'était un peu difficile finalement quand même, toujours difficile de peindre aujourd'hui. En termes de, non pas vous-même en tant que ce que vous faites, mais dans la question de la réception, que vous ressentez quelque chose. Ça, c'était vraiment à une époque, ouais, quand on était aux Beaux-Arts ou des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça va. Vous avez vécu ça, vous avez vécu cette difficulté de peindre dans une école d'art? Oui, c'était une sorte d'interdit assez. Je te disais, oui, on se faisait traiter de mongol, parce que c'était sale, ça pue. Enfin, ouais. Puis les peintres, il faut du temps, ça se fait pas. Il faut du temps, 5 ans, c'est pas assez pour. Il faut toute une vie, je sais pas. Ouais. Pour que les choses aboutissent, oui, pour qu'elles aient un sens, et même pour que la peinture. Et c'était quoi cette décision de peindre à un moment donné, dans un moment? Donc c'était vous avez fait vos études donc, dans les années 90, c'est ça? Donc en plein, on pourrait dire, oui, c'était pas très, les modes, les années 80, c'était les modes de la peinture, mais les années 90, plus du tout. Là, c'était le nouveau jeu de balancier. Hein. Je crois que justement, ça nous plaisait, le fait qu'on n'ait
pas le droit de faire de la peinture à l'époque. C'était assez excitant peut-être même. Contre vents et marées, Oui, pouvoir faire quelque chose, oui, que qui était finalement interdit par la doxa de l'époque. dès qu'on interdit quelque chose, on y va forcément. Ouais, c'est une sorte de transgression, paradoxalement. Hein. Transgression des us et coutumes de l'époque et des écoles d'art dans les. Puis guidé par quelques bons livres, voilà. Vous avez commencé, on pourrait dire, à être un peu sur le devant de la scène, hein, oui, sur la scène de l'art dans les années 2000, donc à la sortie de votre, grâce au contexte bourguignon, Pietro Sparta particulièrement, et donc le Consortium, mais surtout une galerie très singulière qui est celle de Pietro Sparta à Chailly. Et comment vous donc vous avez été identifié très vite donc sur la question du nu, de la pornographie, etc. Tout de suite, vous avez arrêté ça. Enfin, vous avez fait une énorme série là-dessus. Vous n'avez pas voulu vous être enfermé là-dedans, donc vous êtes parti du côté du paysage ou de l'abstraction même. Hein. Paysage, oui. Paysage, ouais. Des maisons en feu. Parce que vous sentiez le piège déjà. Parce que au bout d'un moment, c'est emmerdant de faire toujours la même chose. Enfin, on aime bien casser vite. Même si les choses restent ouvertes, on peut toujours refaire une parce qu'on a envie de le faire, mais surtout pas faire une sorte d'habitude, de répétition. De casser votre joujou finalement. Ouais. Ou de le mettre de côté pour un moment. Pour y revenir, peut-être que les nouveaux tableaux sont des nouvelles éjacques faciales, je sais pas. Ouais. Il y a un peintre qui manque là-dedans, alors évidemment il brûle les lèvres, c'est Francis Picabia. Oui. Puisque Francis Picabia, c'est sans doute évidemment celui qui a cassé son joujou en permanence, puisqu'il est très difficile de l'identifier, sauf pour les professionnels ou les amateurs de Picabia qui reconnaissent que la signature est toujours la même, hein, il n'y a que ça qui ne change pas. Mais alors, il n'est pas là parce que vous n'avez pas trouvé de bonne image sur Google ou il n'est pas arrivé. C'est pas exhaustif. Hein, ouais. Oui, c'est une sorte. Mais effectivement, Picabia est hyper important. C'est celui qui a réussi à violer le public dans toutes les positions possibles. C'est absolument génial. Ouais. C'est une vraie source d'inspiration. Pour vous, c'est vraiment une source. Hein. Ouais. Quelle serait votre famille d'artistes donc, hein? Bon, on a cité quelques-uns, mais en gros, des gens vraiment avec qui vous travaillez, quoi. Il manque beaucoup de Tarkovsky, des choses comme ça. Ouais. Oui, Tarkovsky, c'est important. Ouais. Mais beaucoup. Mais... Et pourquoi Tarkovsky? Je sais pas. On aime ça. Ouais. Marrant, ça parle. Ouais. C'est très intime, je sais pas. Ouais. Ça serait sans doute le cinéaste qui vous... D'un côté, après il y a Lynch aussi, a son importance, beaucoup de cinéastes. Ouais. Le cinéma est très, très important. Ouais. La musique aussi, Philippe Glass, il manque beaucoup de monde. Ouais. Je sens en tout cas dans cette exposition quelque chose comme un bonheur. Alors peut-être que Matisse il est pour quelque chose là-dedans. Une sorte de bonheur. Je sens pas souvent il y a dans la... Je pense à Elisabeth Peyton ou des gens comme qu'on pourrait mettre dans la même... on sent une sorte de mélancolie. Moi, je ne sens pas vraiment beaucoup de mélancolie chez vous. Moi ça me ravit. Hein. Je suis ravi de ça. Parce que si on s'occupe des spectres, des fantômes, des choses passées, etc., donc je ne sens absolument aucun regret chez vous. Non, oui, il n'y en a pas. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, C'est ce qu'on a essayé en fait avec les trois grâces. Effectivement, c'est le symbole de la joie, de la joie de vivre, de l'excès, dans tous les sens du terme, du coup. Du jeu aussi, ouais. Oui, c'est pour ça qu'elles sont là en fait, justement pour prendre le côté de la vie. Rester du côté de la vie, oui. Merci.